Chaque jour, derrière les façades des maisons ordinaires, se jouent des drames que personne n'imagine. Là où l'on ne voit que des fleurs, des rires et des promesses, se tissent parfois des contrats secrets, des dettes, des marchés qui n'auraient jamais dû exister. Voici une nouvelle histoire choc. Dans une grande ville du nord de l'Inde, les rues s'animent à l'aube. Les échoppes de thé s'ouvrent, la vapeur s'élève, les journaux craquent entre les doigts. C'est dans ce décor banal qu'elle a grandi, elle, la Benjamine d'une famille modeste. On la disait studieuse, discrète, toujours prête à aider sa mère au petit matin avant de filer à l'université. Elle rêvait d'une vie simple, un travail, une chambre à soi, des livres. Peut-être l'amour un jour, si le destin s'en mêlait. Le destin, croit-elle, s'en mêle lorsque la sœur aînée présente un ami d'amis. Un jeune homme au sourire sûr, aux paroles mesurées, aux promesses faciles. Il dit travailler dans une entreprise de logistique, voyager souvent entre Delhi et Mumbai. Il dit qu'il l'a remarqué, qu'il aime sa façon d'écouter plus que de parler. Il dit surtout « Avec moi, tu seras libre, libre ». Le mot résonne. À la maison, les conversations depuis des mois glissent sur un autre terrain. La dette du père, la boutique qui tourne mal, les traites, les appels insistants d'un créancier. Les regards s'évitent, les silences s'allongent. Alors, quand ce jeune homme propose de rencontrer la famille dans les règles, avec respect, avec un projet, tout le monde soupire de soulagement. Les fiançailles sont simples, rapides. Quelques bracelets, une promesse de cérémonie digne, mais sans excès. On prend des photos dans la cour, on rit peu, mais on respire mieux. Elle observe l'ombre inquiète du père, le sourire trop crispé de la mère, mais elle se rassure. Ils vieillissent, s'inquiètent de tout, c'est normal. Les semaines qui suivent, le fiancé se montre présent, attentionné. Il envoie des messages le matin, des appels le soir. Il parle d'appartements lumineux, de voyages, d'un avenir moderne. Il aime glisser ce mot anglais avec un clin d'œil. Elle se laisse convaincre, elle veut croire, elle croit. Le jour du mariage arrive. Tôt, l'odeur du henné flotte encore sur ses doigts. La maison s'est couverte de guirlandes. Les voisines défilent, les tantes comparent les saris, les cousins jouent avec la caméra du téléphone. On rit davantage ce jour-là. On danse. Elle, parée de bijoux, avance. On capture chaque instant, l'entrée, la marche lente, le regard baissé puis relevé une seconde pour accrocher celui du mari. À cet instant, le monde se fige. Deux jeunes gens, un décor, des promesses scellées devant les dieux et les vivants. La nuit s'épuise dans la musique, la fatigue, les félicitations. Le lendemain, le décor change. Une ville nouvelle, un quartier qu'elle ne connaît pas, un appartement au 6e étage sans ascenseur. La belle famille l'accueille avec des fleurs et des règles. Ici, on fait ainsi. Ici, on se lève tôt. Ici, on ne sort pas seul. Elle acquiesce. C'est le début. Il faut s'ajuster. Le mari, lui, sourit encore, mais son sourire a changé. Il devient rare, ponctué d'injonctions. Éteins ton téléphone. Ne parle pas trop à ta mère. Tu me feras confiance, oui? Elle répond oui, souvent, parce que l'on répond oui. Encore un peu après le mariage, pour s'habituer à la nouvelle peau qu'on porte. La première alerte survient au bout d'une semaine. Un soir, alors qu'elle range le linge dans l'armoire du couloir, un dossier glisse d'une étagère haute, des feuilles jaunies, un tampon, un chiffre inscrit en lettres capitales. Elle ne comprend pas d'abord, puis son cœur s'accélère, le nom de son père, une somme, la mention « acquitté », tranche 1. Son prénom à elle comme une marchandise identifiée. Elle repose le dossier si vite que le bord du carton la coupe au doigt. Une goutte de sang perle, symbole discret d'une blessure plus profonde. Lorsque le mari rentre, elle n'ose pas demander. Elle sourit plus tard, mécaniquement, devant le repas. La nuit, elle ne dort pas. Les jours suivants, les signes se multiplient. Le téléphone confisqué pour économiser la batterie. Le passeport mis en sécurité chez le beau-frère, les messages à sa mère qui restent sans double coche bleue, les visites au marché toujours guidées par la belle-sœur, la liberté qui se rétrécit comme une pièce qui rétrécit quand on y met trop de meubles. Elle se dit « c'est temporaire ». Elle se répète « je m'adapterai ».
mais l'armoire du couloir la hante. La mention tranche 2 hante ses réveils. Un soir, le beau-père s'installe à la table du salon, un livre de contes ouvert. Le mari, à ses côtés, ne regarde pas sa femme. Le vieil homme tapote du doigt une colonne de chiffres et parle d'une voix posée. Il reste 3 versements. La famille a promis. Il faut rappeler. Elle se sent rétrécir, s'effacer dans le papier, dans les lignes. Elle ose. Quel versement? Le regard se lève, froid. Ceux que ta famille doit. Tu sais bien. Elle ne savait pas. Maintenant, elle sait. Elle appelle sa mère dans la chambre, à voix basse, la nuit. La voix de la mère tremble, hésite, cherche les mots pour ne pas briser sa fille. Mais la fille n'est déjà plus intacte. Elle pose des questions, les mauvaises d'abord, les bonnes ensuite. Pourquoi? Depuis quand? Combien? Qui a décidé? À l'autre bout du fil, le silence devient réponse. Puis la phrase tombe, lourde. On nous a aidés. On remboursera. On croyait bien faire. Elle comprend soudain la logique tordue qui a traversé les mois. Un mariage comme couverture, une dette comme lien, elle comme garantie. Les portes se referment, les visites s'espacent. Le mari devient vigilant, pointilleux, tatillon. Ce que tu dis, à qui tu parles, ce que tu portes, ce que tu penses, tout doit passer par moi. Le moderne a disparu de son vocabulaire. Il demande des preuves d'amour qui ressemblent à des preuves d'obéissance. Quand elle proteste, il rit. Tout le monde fait ainsi. Arrête de dramatiser. Quand elle se tait, il la félicite. Tu apprends. La belle famille compte les jours comme on compte des échéances. Dans l'immeuble pourtant, une voisine remarque. Une femme plus âgée qui nourrit les chats de la cour et qui a l'œil pour les fissures invisibles. Elle glisse un mot, puis un autre. Tu vas bien? Si tu as besoin de thé, viens. S'il te plaît, ne ferme pas la porte quand tu es seul. Des ponts minuscules se construisent entre 2 balcons. Un après-midi, la voisine dépose un cahier dans un sac de légumes. Des numéros d'association, un nom d'avocate, une adresse. Elle murmure « Garde-le ». On ne sait jamais. Un matin de marché, la belle-sœur s'attarde à discuter. La surveillance se relâche. Le fil se dénoue une seconde. La jeune femme s'éclipse dans une cabine d'essayage, ressort par l'arrière, court 2 rues, monte dans un rickshaw, souffle une adresse apprise par cœur. Le véhicule cahote, fend la circulation, s'arrête devant une porte bleue. On frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois. On lui ouvre. À l'intérieur des étagères de dossiers, une odeur de papier et de poussière, et des femmes qui parlent doucement. On lui offre de l'eau. Elle raconte. À mesure que les mots sortent, la pièce se redresse. Les mots deviennent un dossier. Le dossier devient un cas. Le cas devient une plainte possible. On prononce pour elle des mots qu'elle n'osait pas penser. Extorsion, traite, coercition, preuve. On lui apprend à sauvegarder, à photographier, à noter l'heure, à dater chaque humiliation. On lui donne un téléphone simple, une carte SIM, un plan. Ce ne sera pas facile, mais tu n'es pas seul. Les semaines suivantes sont un jeu d'équilibriste. Elle replie sa colère dans des sourires. Elle cache le téléphone dans l'ourlet d'un sari, les copies des papiers dans la doublure d'un coussin, l'espoir derrière une politesse. Chaque geste est calculé. Chaque minute compte. Le mari croit l'avoir amoindrie. Il l'a rendue précise. Elle dresse une cartographie intime des habitudes de la maison. À quelle heure le beau-père s'endort, quand le beau-frère sort fumer, quelle clé grince, quelle marche craque. Elle apprend l'immeuble comme on apprend une carte d'évasion. Un soir de fête, la ville s'illumine. Les tambours résonnent, les pétards éclatent, couvrant les bruits de pas. C'est le soir que l'équipe de l'association a choisi. La voisine est prête, la porte entr'ouverte comme un clin d'œil du destin. À la radio, une chanson couvre le battement de son cœur. Elle glisse dans le couloir, passe devant l'armoire du couloir, son regard accroche une seconde le dossier fatal, puis se détache. Elle choisit de ne pas l'emporter. Il est plus lourd que sa liberté. Elle marche, un pas, puis un autre.
La poignée, le palier, la cage d'escalier, l'odeur des épices au troisième, la fenêtre ouverte au second, la trace d'une main d'enfant au premier, la porte du rez-de-chaussée, le dehors. La voiture attend au coin, moteur discret. À l'intérieur, une avocate, 2 travailleuses sociales. Personne ne parle au début. On roule, on tourne, on se noie dans la ville. Puis, la voix de l'avocate ferme. « Tu as des preuves ?» Elle sort le téléphone, le cahier, des copies. « Alors on y va. » Le commissariat de quartier refuse d'abord. « Affaire familiale, rentrez chez vous. » On insiste. On prononce des mots qui obligent. Loi, plainte écrite, numéro d'enregistrement. On cite des articles. On mentionne un nom de journaliste. L'officier soupire, lève les yeux au ciel, mais prend le stylo. Une ligne d'encre noire sépare le silence de la parole. Une fire est enregistrée. Le choc à la maison est immédiat. Le mari tempête, appelle, menace. La belle famille jure que c'est un malentendu, une folie passagère. Puis les voix changent de ton. Supplique, manipulation, promesse. Reviens, on efface tout. Elle écoute sans répondre. On apprend vite, quand on vous a vendu, que les promesses ont parfois la valeur d'un reçu. Le lendemain, 2 policiers et une greffière montent les escaliers de l'appartement, accompagnés de l'avocate. On ouvre l'armoire du couloir, on sort le dossier, on photographie, on tamponne, on signe. Les mots prennent une autre texture, celle de la preuve. Versement, échéance, annotation, copie d'identité. Le beau-père devient pâle, le mari parle trop, le beau-frère se tait. On emmène le dossier dans une enveloppe Kraft. On ne le reposera plus sur l'étagère. Commence alors le temps long, celui des audiences, des dates reportées, des bancs de bois, des néons grésillants et des ventilateurs qui répètent les mêmes plaintes. Elle s'assoit, se lève, prête serment, raconte, recommence. L'avocate pose des questions sobres. La défense s'essaye à l'intimidation. Vous exagérez, madame. Elle maintient. On produit des relevés d'appel, des captures d'écran, des extraits de comptes. Les visages sérieux du tribunal se crispent parfois, se radoucissent rarement. Une affaire comme tant d'autres, et pourtant unique. C'est sa vie. Un jour, la salle se remplit davantage. Au fond, une silhouette connue, sa mère. Les yeux rougis, la main tordant un mouchoir, le regard qui cherche sans oser s'arrêter sur sa fille. À la pause, elles se tiennent à distance. La mère parle la première. Elle dit l'angoisse des créanciers, la honte de demander encore, la panique des promesses impossibles à tenir. Elle dit qu'elle pensait sauver la famille et qu'elle a perdu sa fille. Elle ne demande pas pardon, elle offre quelque chose de plus rare, une prise de conscience. La fille écoute. Elle ne jette pas la première pierre. Elle a appris que la justice n'est pas une pierre, mais un chemin. La décision du tribunal arrive plus tard, dans une phrase sèche et longue, mais limpide. Le mariage, entaché par la contrainte et la fraude, ne peut tenir. Les pratiques d'extorsion, déguisées en obligations familiales, sont qualifiées. La loi, d'ordinaire si lente à épouser la douleur, avance d'un pas. On prononce des injonctions, on impose des protections. Le mari appelle encore quelques semaines. Sa voix se fatigue, puis se tait. Le beau-père ne parle plus qu'aux avocats. Le beau-frère a changé de numéro. Elle, entre-temps, s'est trouvée un petit logement près d'une bibliothèque. La première nuit, le lit grince, la fenêtre ne ferme pas bien, la rue est bruyante. Mais c'est la première nuit où personne ne compte ses pas, où aucun livre de contes ne porte son nom. Le lendemain, elle achète 2 choses, un verrou solide et un cahier neuf. Dans le cahier, elle ne consigne pas une dette. Elle écrit des projets, une formation, un emploi simple pour commencer, des visites à l'association, non plus comme bénéficiaire, mais comme bénévole. Elle apprend les textes de loi que l'avocate citait. Elle découvre des histoires qui ressemblent à la sienne, trop semblables, trop nombreuses. Elle les écoute. Elle raconte parfois la sienne, d'une voix qui ne tremble plus. Un soir, en sortant d'une séance d'information,
Elle croise la voisine venue de loin, la femme au chat et aux yeux. Et vous, que ferez-vous si ça vous arriverait? Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires chocs.